C'était concrètement au niveau. C'est ceux à qui je parle, je voudrais qu'on se voit avec eux. Bonsoir tout le monde. Je vais faire l'économie des formules de politesse parce qu'on est entre nous, responsables des partis politiques et le Premier ministre qui se trouve de surcroît être aussi un responsable des partis politiques. Je vais vous parler aujourd'hui sur 3 points essentiels. D'abord, le gouvernement que vous avez devant vous, représenté par le Premier ministre, chef du gouvernement, comment, pourquoi il a travaillé et souvent il y a eu des incompréhensions avec une partie de la classe politique. Il faut bien que je m'explique sur tout ça aujourd'hui. Parce qu'on a abordé une nouvelle phase avec l'installation du comité de dialogue intermalien par le président de la transition, avec l'élaboration et l'adoption des nouvelles lois organiques et tout genre qui découlent de la nouvelle constitution. Nous allons aborder une nouvelle phase de notre transition. Il est important donc que la phase passée, je vous donne quelques explications sur comment nous avions travaillé. Certains comprenaient, d'autres ne comprenaient pas, parce qu'ils estiment qu'on ne leur parlait pas suffisamment. Ceux qui nous approchent, on leur explique, c'était souvent compliqué pour beaucoup. Parce que la réalité, c'est qu'au moment où le gouvernement de transition de la rectification s'installait, quand le président prenait fonction, le 7 juin 2021, vous êtes là, la main sur le cœur. Combien d'entre nous pensaient qu'on allait pouvoir prendre Kidal? Il n'y en avait pas beaucoup. Or, comme le disent les marxistes, la contradiction principale, c'était Kidal. Tant que Kidal n'était pas pris, tous les discours des hommes politiques là, c'est dur pendant une saison. Mais la prise de Kidal, c'est un enjeu stratégique, ultra stratégique. Or, vous savez, dans les sociétés, il y a 3 grands acteurs. Le premier acteur, c'est le peuple, de près de 98%. Le deuxième acteur, c'est l'équipe qui dirige, c'est peut-être 1%. Le troisième acteur, c'est l'équipe qui s'oppose pour diverses raisons. Ça, c'est le troisième acteur. Les 3 acteurs, surtout les 2 derniers, ils se battent chacun pour avoir le premier avec lui. Quand il a le premier avec lui, il prend le dessus. Il peut le faire révolter. Abbé Mourti, il peut le faire une révolution. Quand il n'a pas avec lui, il ne peut pas aller loin. Vous savez, notre président, tout militaire qu'il est, il nous dit quelque chose qui me reste tout le temps en esprit. Parce que quand je discute avec lui, je retiens toujours certaines formules. Je le rappelle au ministre souvent. Il dit que le centre de gravité du pouvoir de la transition, ça doit être le peuple. À tout moment, il faut veiller à ce que nous sommes en cohérence avec le peuple. La deuxième chose qu'il nous rappelle, c'est que tout commence et finit par la culture. Les Malikoura là, il faut que culturellement on l'intègre. C'est pour ça que le ministre de la Refondation et le ministre de la Culture sont commis à élaborer comment hyperboliser certaines valeurs qui sont connues, comment faire fonctionner l'État à partir de ces valeurs pour qu'on ait un nouvel État. Et donc, nous faisions partie des 1% là. Il y a les 1 autre %.
Mais les 90% là, ils n'avaient pas tout compris. Et c'était difficile d'aller chez chacun. Je vous ai dit ici que la plupart des Maliens ne croyaient pas qu'on peut prendre Kidal. Je vous ai dit personnellement, quand je suis arrivé dans mon bureau et que j'ai eu la chance d'être nommé Premier ministre, la première des choses que j'ai faites, j'ai trouvé un ordre de mission du ministre de la Défense qui a fait 3 mois, on a refusé qu'il voyage pour aller en Russie. On poussait l'outrecuidant jusqu'à ne même pas le recevoir en audience. Première action, j'ai signé les ordres de mission. Deuxième action, il y a quelqu'un avec qui je suis en contact, j'en parle beaucoup, mais il y en a d'autres. Depuis 2015, je lui ai dit que nous sommes un grand peuple. Nous sommes frappés par la fatalité pendant un moment. Mais un jour viendra où nous n'allons plus continuer à courber les chines. Je l'ai dit pour plusieurs raisons. Je suis convaincu de cela. Et d'ailleurs, depuis 2018, il y a une vidéo qui circule, vous l'avez tous vu. En ce moment, on ne pensait pas que le président allait changer. Où j'ai dit, je ne sais pas si c'est dans notre génération ou après, le peuple malien sécrétera toujours des filles ou des fils qui vont lui réciter son honneur et sa dignité. Cette vidéo, elle existe. Mais avant, tous les fils du Mali qui ont eu la chance de diriger ce pays ont parlé. Je les ai écoutés ou j'ai parlé avec eux. J'ai parlé par exemple avec Amadou Toumani Touré avant qu'il ne tombe. Le 17 mars 2012, ça faisait 5 ans que pour des raisons politiques, parce que vous savez, Dobé Nafiki Adoron de là, Naubegnon fait au Boifara. On ne se parlait même plus. Mais le 17 mars, je l'ai appelé, j'ai dit je vais vous voir. Il m'a dit qu'il est occupé, j'ai insisté parce que je me partais en campagne. Il m'a reçu. On a parlé de beaucoup de choses. Je lui ai dit, président, ne tenez pas ces élections. Même si vous les tenez, celui qui va devenir président, il va tomber, on ira vous chercher. Pour avoir trahi le Mali. On a échangé sur beaucoup de choses. À la fin, quand il m'a accompagné à la porte, il m'a pris par la main. Je sentais même que c'est un homme affaibli. Il me dit, tu sais, cousin, tout homme qui a tété le lait d'une malienne, qui a le sang malien qui coule dans ses veines, il y a des pays qui n'aimeraient jamais qu'il lève la tête. Ils ne seront rien. Est-ce que vous savez qu'en ce moment, la classe politique qui la soutenait toute, certains sont venus nous demander quelques semaines avant, alors il lui demandait de partir, de démissionner. Il ne peut plus rien faire maintenant. Alors que tout le monde était avec lui, le consensus, il y a même des partis qui ont été créés 9 mois avant la fin du mandat, où on a mis des notables, on dit que c'est un parti politique, c'est un parti administratif. La preuve dès qu'ATT est tombé, beaucoup ont disparu dans la nature. Il paraît que certains ont même dit qu'ATT c'est comme un corbillard, ils vont pas tirer sur un corbillard. Ils sont revenus dans la politique. Je dis ça, ils ne connaissent rien. La politique, c'est un art. Il ne s'agit pas de venir faire les petites affaires. Ça marche, on est content, c'est pas comme ça. C'est un art. C'est de réaliser ce qui est possible et de rendre possible ce qui est nécessaire. De réaliser ce qui est nécessaire et de rendre possible ce qui est nécessaire. Ce qui est nécessaire pour le peuple malien, c'est son unité, son intégrité territoriale. Il fallait rendre cela nécessaire, il fallait rendre possible. Et ça, ce n'est pas avec des petits calculs, un marché, une place. Ce n'est pas avec ça qu'on le fait. C'est avec des convictions fortes. Ce jour-là, il y a certains partis de chefs qui ont refusé. Moi, je dois rendre un hommage à mon aîné Dionkounda Traoré. Moi, je ne suis pas dans les mêmes partis que lui, on n'est pas sur les mêmes courants idéologiques. Mais il a dit à certains, on ne peut pas dire à Titi de démissionner. On est resté avec lui pendant tout ce temps. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on va l'abandonner. Mais certains qui, après, sont venus danser, qu'ils sont des grands révolutionnaires,
C'est eux qui nous ont dit d'abandonner ATT. Je ferme cette parenthèse-là. Donc quand je l'ai quitté, j'ai beaucoup réfléchi. Il y a un ancien de la section impair de Mopti, il peut témoigner. Je suis arrivé à Mopti, je l'ai dit, ces élections n'auront pas lieu. Mais c'est pour ne pas tout perdre que je suis avec tout le monde. Je ne crois pas. Je suis revenu de Mopti le 21 mars. Arrivé à Ségoula, minuit. On avait un débat à la réunion. J'ai fini à 2h, j'ai dit on va rentrer, on ne dort pas parler. Quelque chose va se passer à Bamako. D'ailleurs, le vieux là me dit après, mais toi tu étais au courant de quelque chose. J'ai dit je suis au courant de rien. Je n'ai jamais pris de contact avec des militaires pour ce genre d'affaires. Même ceux qui sont à nos têtes, ils ne m'ont jamais vu avant qu'on se rencontre à Kati. Il y en a qui sont venus nous dire, oui, on a préparé les coups d'État dans les cimetières. Nous étions proches d'eux. Moi, je ne suis pas dans ça. On est rentré ici le matin de bonne heure. Effectivement, tu est tombé dans l'après-midi. Ce n'est pas fini. Ibrahim Bokar Keïta, on l'a fait tomber. Aujourd'hui, c'est pas bon de bien parler de lui, généralement. Mais je dois avouer quelque chose que je dois reconnaître. Je l'ai dit à certains militaires, même aujourd'hui. Le 15 mars 2015, 2002, quand on s'est signé l'accord là, 2015, c'était bien le 15 mars, n'est-ce pas? Le 15 mai. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la menace du représentant spécial des Nations Unies chargé des opérations, Hervé Latsous, qui a menacé le gouvernement malien de ne pas profiter du fait que certains n'ont pas signé l'accord pour aller les attaquer. Parce que ce 15 mai, il y en a qui ont refusé de signer l'accord, la CEMA avait refusé. Ils ont été les signer plus tard, le 20 juin. Et c'est là-bas qu'on a mis le poison qui divise le Mali. Donc c'était fait exprès. Quand Hervé Latsous a menacé les gens, ce jour-là, je crois que c'est la malianité qui a surgi en Ibeka malgré ses défauts. Il est venu au micro. Il a dit, monsieur Hervé Latsous, nous ne sommes pas des gueux. Nous avons une bonne lecture des relations internationales. Nous sommes un peuple d'une vieille civilisation. Nous avons existé quand d'autres nous étions là, quand d'autres n'étaient pas là. Il leur a dit qu'aucun fils du Mali n'acceptera jamais le partage du Mali. Il a dit ce jour-là, j'ai dit ça c'est la malianité. C'est l'une des rares fois, moi je lui ai envoyé un message de félicitations. J'ai dit moi je me suis senti heureux ce jour-là que notre président parle comme ça. Mais en ce moment on était des petits ministres, on ne prenait même pas au sérieux. Moi j'avais mes convictions chevillées au corps depuis ce moment. Je vous raconte cette histoire des autres pour montrer seulement que ce n'est pas parce que c'est moi. Chacun d'entre vous, mis dans certaines conditions, n'acceptera jamais ce qu'on nous a réservé comme destin. Seydou Badian Kouyaté, c'est le rédacteur de l'hymne national. Vous vous rappelez ce qu'il a dit? On a même montré la photo d'Ibeka avec Hollande, il donnait des accolades. Il dit, ils n'ont qu'à faire leurs accolades. Nous avons tout le temps devant nous. Nous sommes un peuple de guerriers. On va perdre aujourd'hui. Mais les Maliens vont se préparer et revenir. Un jour, ils vont prendre. Seydou Badian l'a dit avant de partir. Le général Moussa Traoré, quand ils sont allés chez lui, quand ils ont fait le coup d'État, moi je suis allé le voir, saluer les anciens chefs d'État, parce que les militaires ont été salués, ATT, tous les chefs d'État qui ont accepté. Il était malade. Il m'a dit, j'ai de l'espoir maintenant. Ces jeunes-là que j'ai vus, aidez-les. C'est la dernière chance du Mali. Et c'est pour cela, quand on a fait 7 mois à naviguer en vue, avec des lunettes en bois, on ne savait même pas où on partait. Il m'a appelé une semaine avant sa mort. Il me dit, monsieur le président, qu'est-ce qui se passe avec mes enfants? Parce qu'il voyait qu'on se tiraillait dans la presse. Je lui ai dit, président, vos enfants se trompent. Le Mali, là,
ils constituent l'espoir. Mais s'ils ne prennent pas l'espoir, le Mali va les abandonner. Parce qu'ils ont choisi une voie qui est anti-dialectique, anti-historique et anti-politique. Et je l'ai expliqué. J'ai dit comment vous pouvez prendre deux équipes qui vont dans une campagne. Vous gagnez avec votre équipe et vous venez faire un programme de développement du pays avec l'équipe de votre adversaire que vous avez terrassé. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils font des réunions avec les gens de l'ancien parti, l'ancien mouvement. Il y a même des conseillers qui sortent à la télé. Il y a un qui est décédé après, il paraît que quand je l'ai apostrophé, j'ai dit dans la télé, il n'a même pas honte. Lui peut donner des conseils après le changement. Deuxièmement, ils ne veulent pas discuter avec les forces du changement. Le changement, c'est tous les Maliens. Il faut qu'on échange pour avoir une compréhension partagée. Pourquoi Ibeka est parti? Il me dit, ah, je vais convoquer Assimi. J'ai dit, président, vous n'êtes plus président. Hein? Assimi, c'est le chef. Il dit, ah oui, je vais l'appeler. Et je suis parti. Il est tombé malade quelques temps après, il est mort. C'est pour vous dire qu'en chacun d'entre vous sommeille cette fierté. Nous pouvons plier, mais on ne va jamais rompre dans l'histoire. Et ce sont les enfants et les petits-enfants des messieurs que je vous ai cités là. Les Assimi Goïta, les Sadio Kamara, les Malik Diaw, les Modibo Kone, c'est des gens qui ont vécu sur le terrain, c'est les enfants et les petits-enfants de ces gens-là. Toutes les trahisons, tous les coups de poignard, tous les doubles langages qu'on faisait imposer au peuple malien, ils l'ont vécu. Certains ont survécu parce que Dieu n'a pas voulu. On les a tous bousillés. Des balles sont venues ricocher sur leur chargeur. C'est pourquoi la balle n'est pas rentrée dans l'eau. D'autres, on leur a dit, si vous rentrez à Kidal, on va vous éliminer. Ils disent qu'ils vont rentrer. On a touché Paris. C'est Paris qui a téléphoné à des politiciens pour interdire au nom du Mali de rentrer à Kidal. Sinon, ils étaient prêts à mourir. D'autres sont tombés dans des embuscades. Ils n'attendent même pas d'un oreille. D'autres ont fait des années sans manger dans le grand désert. On ne peut rien leur raconter. Donc, c'est des hommes de terrain. Mais la réalité, diriger un pays, c'est plus compliqué. Un État, c'est la force et le droit. Il nous fallait avoir une force, mais il nous faut le droit. Et le droit, là, on l'élabore ensemble. Ça, c'est la politique. Un État faible n'est pas un État. Un État, il n'y a pas de droit, n'est pas un État. Donc, on a navigué, comme j'ai dit. Je ne viens pas sur tout. Pendant 9 mois, on était dans les eaux troubles. Mais en réalité, Assimi vous a dit l'autre jour, le président de la transition, il dit qu'on l'a appelé pour dire, c'est là votre président, c'est là premier ministre, c'est là président de l'Assemblée. C'est ce qu'ils ont l'habitude de faire. Tous les dirigeants politiques que vous voyez là, il y en a qui partent dans les micros, ils n'ont aucune conviction. Ils ne travaillent parce qu'on leur dit. Est-ce que vous savez que quand j'ai passé aux Nations Unies, il y a un qu'on a appelé un petit déjeuner, je ne sais pas ce qu'il a mangé là-bas. En tout cas, il est sorti le lendemain, il dit oui, ce que Choguel a allé dire aux Nations Unies, ça n'engage que lui. Les Maliens ne comprennent. Ça, c'est ce qu'on lui a dit de dire. Et lui, il voulait venir au pouvoir. Il y en a qui se moquaient de nos militaires. Il y en a qui disaient, le Mali n'a même pas d'armée. Dès que tu tires, ils fuient. Ce sont des lapins. On se lève, on applaudit en Europe pour eux. Eux aussi veulent être présidents. Je les connais, en Beignondo. Voici ce qu'on a fait. On a travaillé notre cerveau. Avant les élections, il y a des candidats qui viennent, ils vont à Paris prendre une petite photo avec un conseiller, un illustre inconnu dans un coin des proches de l'Élysée. Ils viennent nous dire qu'il a parlé à un conseiller du président. Donc il faut que les Maliens le prennent au sérieux. On a travaillé notre cerveau. On est complexé. Là, 99% des gens sont convaincus que tu ne peux pas devenir président du Mali si la France ne te cautionne pas. Mais c'est ce mythe-là qui Assimi a cassé. Quand ils ont parlé, Assimi a dit cette fois-ci, il n'est pas que président. Comment on va? Le président du Niger,
Quand il a parlé la dernière fois, beaucoup peut-être n'ont pas suivi sa vidéo, moi je l'ai regardé intégralement. Dans la crise, il y a un pays européen qui a voulu intervenir. Le président français l'a appelé, il dit hey, le Niger là c'est pour nous, c'est pas pour vous. Hein. Il ne faut pas parler avec eux. Voici comment nous prenons. Les G5 Sahel, il y a des États qui vont collecter l'argent au nom des Mali, des Africains. On collecte 100 millions, on met 90 millions en poche, on prend 10 000 francs, on va peindre des équipements vieux, on vient les mettre dans les G5 Sahel. L'officier qui ose respecter là, on le menace. S'il refuse, on va voir le président démocratiquement élu, et puis on dit qu'il a tenté un coup d'État, on le prend, on le met en prison. Donc tout le monde est réduit au silence. C'est ça la réalité dans notre pays. Mais ça là, les Maliens n'ont pas abdiqué. Les gens sont en train de prier dans leur maison, d'autres ne sont pas d'accord. Moi personnellement, quand je suis sorti du gouvernement en juin 2016, j'ai appelé un collaborateur, j'ai dit consacrons-nous à l'éveil des consciences des Maliens. Parce que tout le monde est en train de danser démocratie, démocratie. Le Mali n'est pas là. On a écrit un livre, je pars dans mon billet, je vais à l'extérieur, je passe les journées dans les bibliothèques. Comment on a colonisé notre pays? J'ai étudié les pas à pas, comment on a pris, chaque ethnie a été soumise jusqu'à Ndrambokan. Du 22 septembre 1878 dans la bataille de Saboussouri jusqu'au 16 mai 1916, 38 ans, tous les groupes ethniques, comment ils ont plié une à une. Même aujourd'hui, certains, je peux vous dire le caractère qu'il y a dans leur groupe ethnique. Parce que c'est comme ça qu'on nous a dirigés. Il y a des cas où on pousse un frère, il tue son frère, il l'empoisonne, il vient rendre compte. Au retour, on le tue et la tribu reste sans chef et on les colonise. On a fait 4 ans. Le livre, on l'a publié juste avant les élections de 2018. Vous la connaissez? Ça s'appelle les rébellions au nord du Mali, des origines à nos jours. J'ai pris les arguments un à un qu'ils ont mis dans la tête de la rébellion pour les réfuter. Le plus flagrant, c'est de dire que les Touaregs, c'est leurs amis. C'est là-bas que le gouverneur de Tombouctou, de Sky, mars 1893, a écrit une lettre au gouverneur de Mopti, de Tombouctou, disons. Gouverneur, il dit toutes les peaux blanches là, il faut les éliminer. C'est le terme éliminer. Il faut empoisonner les pâturages, empoisonner les puits. Tous peaux noires qui les logent, il faut les tuer. Moi j'ai des grands-pères, on les a décapités au village. Le seul territoire, ils ont caché un Touareg dans leur maison. Leurs animaux, les mélanger aux animaux des Songoï. Parce qu'on dit qu'il faut affamer leurs animaux. Qu'est-ce qu'ils disent? Pour qu'ils meurent tous ou qu'ils abandonnent. Mars 1893. Et on voit le 16 mai, le 15 mai 2015, Jean-Yves Le Drian qui nous, les Touaregs, nos amis. Avec les Noirs, ils ont tout fait pour ne pas vivre ensemble, ils n'ont pas pu. Ce n'est pas vrai. D'ailleurs, je suis en train de faire un dernier livre qui va finir sur comment les Touaregs ont résisté à la pénétration coloniale. Vous allez voir que ce qu'ils ont fait. Moi, je n'ai pas écrit là-dessus parce qu'on les pompait beaucoup de petits intellectuels là avant. On les donne des bouts de papier, ils viennent lire dans les médias. Maintenant que le temps est venu, on va dire toute la vérité. Ce que les Touaregs et les Bella ont fait pour embêter ces gens-là, ça c'est l'histoire. On nous a dit qu'il y a des Touaregs qui ont écrit à De Gaulle qu'ils ne veulent pas être avec le Soudan. C'est faux et archi faux. C'est 300 personnes dirigées par un certain Kadi de Tombouctou qui a écrit une lettre à De Gaulle. Il lui a dit qu'eux, ils ne veulent pas aller à l'indépendance. Ils veulent être des musulmans français. Si ce n'est pas le cas, qu'on les rattache à la Mauritanie ou au Maroc. Ils ne veulent pas vivre dans un pays dirigé par des Noirs. De Gaulle a eu la lettre. Et ça, c'est une partie de la vérité. Mais la vraie vérité, c'est que les tribus Touaregs du Nord, les Soraï, les Peuls, se sont retrouvés devant Mamadou Madera Keïta, le ministre de l'administration de l'intérieur du gouvernement de l'autonomie interne de Modibo Keïta, pour poser la question. Ce jour-là,
9 chefs de tribus, les plus représentatifs. C'est le grand-père du terroriste en chef aujourd'hui, Al-Gaba Sagaintala. C'est son grand-père, Attaher Aghili, qui a pris la parole pour parler au nom des autres. Il a dit aux Blancs, vous nous avez colonisés ensemble, nous voulons aller à l'indépendance ensemble. Toutes nos aides coulent vers le sud, notre avenir c'est au sud. Ayentoy, si ce jour les Touaregs voulaient la division, les militaires français voulaient diviser le Mali, ils ont dit non. Les Touaregs n'ont jamais été pour la division du Mali. Tous ces groupes qui viennent sont venus de l'extérieur. Aucune rébellion n'est partie du Mali. Tout est parti préparé de l'extérieur. La première rébellion, ils l'ont préparée en 1980 à Haute, en Libye. Quand c'est fini, le document a été avalisé au ministère français des Affaires étrangères. Il y a des gens qui sont ici qui nous disent qu'ils veulent le Mali. Ils étaient depuis ce jour-là. C'est ça la première rébellion. Quand un président vient dire dans un discours emphatique malheureux du 2 avril 1994 que les rébellions du Nord sont d'essence démocratique et que c'est pour cela qu'ils les ont soutenus. C'est toi qui les as soutenus, nous on ne les a pas soutenus. Les populations du Nord n'ont rien demandé à personne parce qu'on les a manipulés, on les a mis dans la politique politicienne. Le jour où Moussa Traoré est tombé, tous les chefs rebelles là étaient ici à Bamako. Ils ont dit que tous leurs soldats qui restaient, c'est 250 en vie. On devait aller faire le cantonnement en fin mars. Les intégrer, ceux qui pouvaient être les autres, ont créé un institut technique à Kidal. C'est là que la décision a été prise de transformer Kidal en région. On est venu dire aux gens à la transition que c'est la transition qui a créé. C'est faux. Les documents étaient sur la table du ministre de l'Intérieur. Kidal devait être érigé en région. Mais quand Moussa a été renversé, on est venu dire oui, Moussa était un dictateur. Il a mal travaillé avec les Touaregs. On nous a baladé les régions de Ségou, de Mopti, de Petiti, de Patata. On est venu nous soumettre 2 ans après un document dans lequel il dit qu'ils sont 3600 pour une armée de 1500 personnes. Mais c'est ça la réalité. Mais malgré tout, le peuple malien a tout accepté. Le président a décidé en 94 ou 15, tous les ressortissants du Nord, ils intègrent la fonction publique sans faire de concours. Tous les Sonraïs qui n'ont jamais vu un fusil, des Peuls qui n'ont même jamais vu une chèvre à plus forte raison une vache, des Touaregs qui n'ont jamais vu un puits, ils se sont retrouvés à Bamako, ils ont fait des listes, ils ont donné. Il y a beaucoup qui sont dans la fonction publique, des Sonraïs, des Touaregs, des Arabes, qui n'ont jamais fait la rébellion. On a arrangé ici à Bamako. Quand on fait quelque chose sur le faux, là, ça ne peut pas durer. Donc on a créé une nouvelle race de citoyens. Ça ne peut pas continuer. Avant de prendre mes fonctions, le président Assimi Goïta m'a appelé le 2 juin, je crois 2021. Il me dit, monte me voir à 20h. Quand je suis arrivé, il m'a dit qu'il doit recevoir les chefs des Touaregs, des mouvements arabes, des Touaregs. Il veut que j'assiste à cette rencontre. Les chefs seulement. Ils sont venus nombreux dans une salle, il a dit d'amener les chefs. Les principaux chefs sont venus, moi j'étais assis, ils sont rentrés dans la salle. Quand ils m'ont vu, je ne sais pas le sentiment qu'ils ont eu, en tout cas c'était une surprise pour tout le monde. Parce que même les Maliens ne savaient pas encore que j'allais être Premier ministre. Il leur a dit, à partir du lundi, c'est lui qui sera le Premier ministre. Je veux désormais qu'il soit votre interlocuteur. Bon, j'ai pris mes bagages, je suis rentré. Le lendemain, je les ai appelés. J'ai dit, retrouvons-nous. Ils sont venus chez moi. J'ai dit, vous savez, le Nord, là, moi je le connais, vous le connaissez. On a la chance. On n'est pas allé me ramasser dans la rue. Ce n'est pas les premiers ministres qui viennent. Si on veut, on te jette, tu ne représentes rien. C'est une logique politique qui a fait qu'on a fait cette équipe-là. Et j'ai la confiance du président. Maintenant, asseyons-nous. Qu'est-ce qu'on doit faire? La chance pour le Mali. Mais j'ai une seule condition. Tout ce qu'on va décider, il faut que tous les Maliens l'acceptent. On ne peut plus imposer notre volonté au reste des Maliens. Ça, c'est terminé. Je ne suis pas dans ce jeu-là. Et si on fait ça,
Le Mali va aller de là-bas. Le 2 juin, le 3 juin, je les ai appelés. On a fait des photos, parce qu'avant, tout le monde me prenait un anti-Touareg, il est contre. J'ai dit, moi, je suis un métis. Mon arrière-grand-parent, vous le voyez, c'était un arabe. Une partie de ma famille, c'est des Tamashek. Ma mère, qui la voix, dit que moi, je ne suis pas méga, que moi, je suis un dialogue. Elle n'a rien d'un soirée. Je suis vilain comme mon papa, un gros nègre noir. Donc, moi, je suis un mélange d'arabe, de Touareg, de Peul et de Soré. Personne n'a des leçons à me donner de malianité ou bien de groupe ethnique. Donc, quand on a véhiculé dans le monde arabe et Touareg, qui moi, je suis contre, j'ai dit, ils n'ont rien compris. Je suis contre les narcotrafiquants. Je suis contre l'oligarchie qui fricote avec des politiciens et des militaires véreux ici pour soumettre notre peuple. Il y a des ministres ici même qui ont fait des arrêtés que je sais pour cultiver la drogue au Mali. Ici, j'ai les arrêtés parce que notre pays était fini. Un ancien ambassadeur m'a dit qu'il ne pouvait même pas aller dans les réceptions à l'extérieur. Quand il va, on nous dit hey, toi, ton président là, c'est un narcotrafiquant. Lui, il ne partait même pas dans les réceptions. On est arrivé à un moment où même les patrons des services de renseignement, c'est Sarkozy qui l'informe avant à Titi. Mais ça, c'est quel pays? Mais les gens ont de l'argent, ils ont des champs, une minorité. On était foutus. Ce qu'on avait prévu pour nous tous là, peut-être certains allaient avoir la chance d'être dans l'oligarchie, c'est que dans 30-40 ans, il n'y a plus de Mali. Ceux qui ont 3-4 passeports vont aller là où ils veulent. D'autres vont s'approcher au train d'atterrissage des avions, comme on l'a vu en Afghanistan, pour chercher à échapper. Pendant ce temps, avec la petite oligarchie là, ils font ce qu'ils veulent du Mali. Un petit exemple, regardez Kidal. Pendant 10 ans, on exploite de l'or. Où sont les puits? Où sont les routes? Rien du tout. Quand vous demandez aux jeunes Touaregs aujourd'hui, à qui on dit non, on refuse de vous développer, il n'y a même pas de route. Vous demandez au ministère des infrastructures, la route n'existe même pas. Non seulement on a frotté l'argent pour faire la route, mais tous les ans on entretient la route. C'est pourquoi mon appel aux jeunes Touaregs, ressaisissez, vous regagnez votre pays, quittez ces parasites-là, qui boivent votre sang, ils font du commerce avec votre sang. Leurs enfants, ils ont des piscines ici. Ils sont dans des grandes écoles. Mais les enfants des pauvres à Kidal, à Taoudeni, à Gawa, à Tombouctou, ils n'étudient pas. Mais eux, demandez aux Touaregs qui ont étudié ici. Les années où ils ont étudié, c'est des militaires maliens qui ont mis beaucoup d'entre eux à l'école pour les former. Ces petits nobliaux-là qui croient que c'est eux qui vont s'imposer aux gens, ils refusent d'aller à l'école. Mais ils soumettent les autres. Si vous branchez, on vous amène derrière la lune, on vous bousille. Et on crée la peur. Et tout le monde se soumet. Et ça a été créé en complicité avec les Français. Le 15 septembre 1907. 15 septembre 1907. Retenez bien. Il y a ce qu'on appelle la Convention de Bourem. Les Français ont écrit là-dedans. Kidal appartient désormais aux Ifogas et à ceux qu'il plaira aux Français d'y installer. Fin de citation. Mais c'est ce qu'ils ont fait avec Serval en 2014. On est allé amener les MENA dans les fourgons de Serval de Ouagadougou et de Nouakchott. Les MENA qui a été chassé, qui ne représentait ni une force politique, ni une force morale, ni une force militaire. Ils étaient dans les hôtels avec des sacs d'argent. On est allé prendre les 2 adjoints de Yad en Sardine pour faire haut mouvement du Haut Conseil islamique. Et quand le mot islamique ne marche pas, les gens se sont métamorphosés comme des insectes qui commencent à voler, ils sont devenus HCUA. Sur la recommandation des Français, nous on sait. HCUA et MNLA se mettent ensemble, ils font SEMA. C'est ce OVNI-là qui a eu comme mission de détruire le Mali. Et c'est ce OVNI-là qui signe les accords. Et c'est ce OVNI de SEMA que l'État devait prendre comme partenaire. Et comme il y a au sommet de l'État, il y a des gens qui croient que leur sort
C'est dans les arrangements. Les gens, quand ils ont besoin d'argent, ils font les enfants gâtés. Ils vont chez le président, je ne sais pas si c'est Benin Korakoulba, on remplit des cartons de Diago d'argent et ils vont dans la banlieue de Bamako. Ils se partagent ça jusqu'au prochain mouvement. Venez aux assises, on ne vient pas. Venez, non, on ne vient pas. Alakama Aina, Wari Douma, Wari Babe Douma, 1 milliard, combien ils viennent, ils s'assoient. À la conclusion, ils s'absentent. Ils disent qu'ils ne sont pas là-dedans. Mais le dialogue national, c'était comme ça. Ils ont voulu nous faire la même chose à Zane. J'ai dit, vous êtes trompés de personnalité. Cette fois-ci, ce n'est pas les mêmes interlocuteurs. Ils ont dit qu'il n'y aura pas les assises à Kidal. Il y aura le dialogue intermalien. On les a cognés à Kidal. Là. Et c'est ceux qui sont allés s'afficher avec eux, ils vont rendre compte. Parce qu'il y en a qui sont allés s'afficher avec eux à l'ouverture des assises. Vous dites que c'est leurs amis. En bout de mal, là, tous les gens qui font l'action politique, on les connaît. Ceux qui sont contre le Mali, qui sont dans des doubles jeux en boudon. Il faut vous méfier. On ne va plus vendre notre pays. Dans quel pays vous avez vu quelqu'un qui a 4 passeports, ministre de la Défense, ministre de l'Intérieur, ministre des Affaires étrangères? Dans quel pays vous avez vu ça? Même l'Amérique, qui est un pays d'émigration par excellence. Pour être président, il faut être né d'un père et d'une mère américaine sur le territoire américain. Un Malien qui a tout ça, on le met dans les postes stratégiques. Affaires étrangères, il photographie tout ce qu'il y a aux affaires étrangères, il met dans son sac. Le jour où il n'est pas ministre, il prend, il gagne sa deuxième patrie. Le lendemain, on le nomme. Moi, je connais des gens qui l'ont fait au Mali. Ils n'ont pas chômé. Les mêmes semaines après, on les a nommés. D'autres deviennent des conseillers spéciaux. Ils rentrent dans un réseau que la France a en Afrique. Parce que leurs gens, ils les mettent en boucle. Conseillers des différents présidents, ou les défunts Benyarami, quand il y a quelque chose, ils se retrouvent et ils ont de l'argent. Ils sont effrontés. Tout le monde a perdu. Ils vont nous trouver sur leur chemin cette fois-ci. J'ai donné l'autre jour des exemples. J'en ai donné au gars du Niger. Ndeli Marcia en Songo. Barkhane sort l'argent. L'aménagement construit. Disons c'est l'aménagement qui sort l'argent. Barkhane construit la base. Et les grands ingénieurs, ils oublient de faire un forage. Tout le monde sait que l'homme, son premier besoin, c'est l'eau, a fortiori dans le désert. Les soldats maliens s'obligent de sortir à l'île chercher de l'eau dans les villages voisins, dans les hameaux. On scrute les lignes et un jour on tombe sur eux. On les tue tous. Ils mettent des bonbons d'explosifs dans les camions. Ils vont rentrer dans le camp. On fait exploser, on tue les soldats. Les quelques-uns qui restent en vie cherchent le secours. Pendant 7 heures de temps, ils n'ont pas de secours. On finit par les tuer. Bamako envoie une délégation avec quelques kilos de céréales et puis un peu d'argent. On pleure, on les met dans les fosses communes, on vient, on attend les prochains morts. Ceux qui ont les avions, l'aménagement et Barkhane disent qu'ils ne sont pas venus se battre. Ils refusent de donner les hélicoptères. Pendant ce temps, l'argent que le peuple malien a sorti pour acheter des hélicoptères a été détourné par quelques oligarques du système. Ils se sont partagés. Les militaires meurent, l'argent est dans leur poche. Ils deviennent des multimilliardaires. 10, 20, 30 maisons à Bamako. Dans les pays voisins, on connaît leurs maisons. Et tu parles, on te casse les reins. Un militaire, on l'a mis dans la tête, le rêve des militaires, il faut être général milliardaire. C'est ça le rêve qu'on a mis dans la tête des militaires. Quand tu vas dans l'armée, il faut que je devienne un général milliardaire. Tu vas en politique, il faut que je devienne un politicien milliardaire. Tu vas dans les affaires, on casse des marchés de l'État, on te les donne, tu deviens milliardaire du jour au lendemain. Des matériels que l'État paye à 10 milliards, on te les donne à 1 milliard. On fait des faux papiers. Le terrain de l'ACI qui est plus de 1 million le mètre carré, on le donne à 1000 francs. On crée des riches. L'or qu'il y a là-bas,
on l'exploite, on amène le tout ailleurs. Le peu qui reste, on l'amène à Bamako. Des politiciens, des militaires, on les sert. Et il y a une oligarchie qui prend le pays en otage. Et sous le couvert de la démocratie, celui qui parle, on te casse les dents. Et tout le monde se tait. Voici la situation dans laquelle on était. Quand le monsieur Macron, sorti du sommet de l'OTAN, a menacé les chefs d'État de venir à Pau pour signer l'accord de l'existence du G5 Sahel, je n'ai pas dormi 2 nuits. J'ai écrit une longue tribune que j'ai intitulée « La faillite de l'État malien ». Qui sont les responsables et qui sont à l'origine? J'ai payé 400 000 francs de ma poche pour publier dans la presse. Après, je me suis dit, ça ne suffit pas. Si on s'est dédié à l'éveil des consciences, il faut continuer. C'est un livre maintenant, c'est un petit brochure, tout le monde peut l'avoir en poche et lire. Et vous allez voir comment il a décortiqué l'État malien. Avec la complicité des responsables ici. Ou en leur s'imposant à eux. Est-ce que vous savez qu'Alain Juppé, le ministre des Affaires étrangères de Sarkozy, il a dit là-dedans que son dernier voyage à Bamako, il est venu voir ATT. Et il a dit à ATT, si vous voulez avoir la paix, donnez l'autonomie aux Touaregs. C'est lui qui a écrit. Moi, je n'invente rien. Tout ce que j'écris là est documenté. Les accords de défense a trouvé la France. Il n'y en avait pas au Mali. Quand Assimi est venu, on a tout fait pour les avoir. C'est sur leur site qu'on a trouvé. La lettre que le président du Mali a écrite pour demander à Servat de venir, il n'y avait pas de copie ici. Parce que ceux qui ont fait les lettres, ils ont corrigé, on l'a donné à signer. Mais ça, c'est quoi ça? Voici ce qu'on nous avait réservé. Et c'est pour cela qu'il y a des choses. Les 2% là, ils n'avaient pas le même langage en direction des 90% là, qui ne comprenaient pas beaucoup de choses. Parce que comme je vous l'ai dit, la plupart d'entre vous ne pensaient plus qu'il était possible de prendre Kidal. Il y en a qui vont dire aujourd'hui non, non, mais la vérité c'est qu'on ne pensait pas. Vous croyez que si on s'était arrêté devant vous pour dire que c'est Kidal qu'on va prendre, ça c'est comme un pousseur qu'on va tuer dans l'œuf. C'est pourquoi certains sont venus. Ah, il faut les élections tout de suite. L'objectif c'était d'avoir un président faible. Et dans 6 mois, il y a un coup d'État. De coup d'État en coup d'État, l'État va se désintégrer. Et ils vont nous recoloniser de nouveau. C'est pour cela que ce jour, on a fait 3 heures de temps ici. 5 heures le premier jour. Il y en a qui sont venus nous dire que c'est un coup d'État, on doit même nous prendre. La Constitution a dit que le coup d'État est imprescriptible, et ainsi de suite. Ce jour-là, j'ai dit aux messieurs, dans d'autres pays, même au Mali, c'est fait. Quand le pouvoir change, les tenants de l'ancien pouvoir, on les arrête. Ici, on ne l'a pas fait. Je l'ai dit, vous, le jour où on a tué les gens, le 10, 11, 12 juillet, tu as fait un appel pour demander un meeting de soutien au pouvoir. Si c'était d'autres pouvoirs, on allait t'arrêter. Mais on ne l'a pas fait. Parce que j'ai compris que ça ne construit pas le pays. Et le président m'a conforté, lui et limite de la défense. Lorsqu'un jour, nous on parlait des 5 colonels, c'était un peu la mode. Vraiment, il faut que vous arrêtez de parler de ces histoires de 5 colonels. Parlez de l'armée. Nous-mêmes, on disait 5 colonels, 5 colonels. Le président me dit, vous savez, ceux qui sont sur le terrain là, nous commençons à Tekeo. Donc c'est l'armée qui a opéré le changement. Je suis sorti moi-même, je suis redescendu sur terre. Le soir, quand je suis allé à la réunion, j'ai dit aux gens, cette histoire de 5 colonels là est à tout. On parle de l'armée malienne et de ses chefs. Le président, c'est le chef suprême des armées. Le ministre de la Sonagère, c'est le ministre de la Défense. Le reste, c'est la hiérarchie militaire et les hommes. Ça suffit largement. Deuxième leçon philosophique que j'ai eue. Quand on faisait le défilé des avions et des hélicoptères, le 22 septembre, le ministre de la Défense était à mes côtés. Je regardais avec beaucoup les yeux rouges les anciens chefs d'état-major dont on se moquait avant. Bien sûr, ils n'avaient pas les moyens.
J'ai dit, mais qu'est-ce que ces gens-là pensent? Le ministre de la Défense m'a dit, monsieur le Premier ministre, ces gens-là, c'est les mêmes gens que nous. Juste, on est dans d'autres situations. On ne leur donnait pas les moyens. Ils allaient faire la même chose, sinon mieux que nous. Ça veut dire que ils sont maliens et surtout. Je suis retourné, j'ai dit aux gens, ces militaires-là, vous croyez qu'ils sont là pour tirer l'île qui est drôle? Ils sont plus philosophes que nous. Les anciens militaires dont les faux types là se moquaient, qui cherchaient le pouvoir là, il faut les réhabiliter. On les trompait. On vous prend, on vous dit 200, on vous envoie au Gosago. Dans la voiture, il n'y a que 100. Il y a des escrocs qui détournent l'argent. Sur les 100 qui vont, on nous donne des fusils à 50. Les 50 qui arrivent là-bas, au lieu d'aller avoir beaucoup de balles, on leur donne, il n'y a rien que dans leur chargeur. Mais les terroristes et leurs sponsors se renseignent. Ils se rendent compte qu'il n'y a que 50 personnes qui n'ont même pas de fusil. Et ils vont s'armer, ils viennent tomber sur eux un jour. Ils vont 2 minutes après, ces balles sont finies. Ou bien ils fuient, on le tue. Mais ça, c'est les politiques qui font ça, ce n'est pas les militaires. Les militaires n'achètent pas les hélicoptères, ils n'achètent pas les balles. Donc c'est les politiques qui ont trahi notre peuple, ils ont trahi notre armée. On a fait des combinaisons avec quelques hommes politiques véreux pour soumettre le Mali. J'ai compris que notre armée, c'est une armée de guerriers. Elle a été trahie. Et qu'est-ce qui a changé à partir de 2021? C'est la même armée, c'est les mêmes terroristes, mais les chefs ont changé. C'est tout. Le leadership, c'est ce qui a changé. Sinon, on n'a rien amené. Et quand ce leadership-là a changé, moi, je suis un homme politique très avisé. Depuis 1974, je suis ce qui se passe au Mali. Et depuis 1988 que je suis rentré de mes études post-universitaires, tout ce qui s'est passé au Mali est écrit chez moi, jour par jour, date par date. Donc, avec la lecture philosophique et le raisonnement de ces jeunes-là, j'ai dit à mes camarades du mouvement politique auquel j'appartiens, nous avons une dernière chance. Ces jeunes-là, aidez-nous à réussir. Si j'échoue, c'est fini, moi je vais abandonner la politique. Je dis souvent qu'ils sont jeunes, c'est un truc que c'est péjoratif. Non, c'est parce qu'ils ont grandi dans une atmosphère pendant 30 ans où il n'y a que le vol, le détournement, le mensonge. Ce qui fait que pour certains, il ne peut pas y avoir un homme politique honnête. Tous les hommes politiques sont des tricheurs. Mais il n'y a pas beaucoup de jeunes politiciens civils de 30 ans, 35 ans qui sont comme ça. Hein. C'est notre chance que dans l'armée on en a eu. Moi je ne dis pas que c'est eux seuls. Parce que maintenant là j'ai dit on parle de l'armée. Cette histoire de 5 colonels, 5 ceci, ça c'est terminé. On parle maintenant du chef suprême des armées et de l'armée qui dirige. Les soldats qui font le corps à corps pour rentrer à Kidal. Et si vous croyez que si vous m'emmenez là-bas, je vais rentrer avec les micros là, vous êtes foutus. Je vais rester là-bas à parler. Mais le soldat là, lui ne dit rien. Lui, il vient avec son fusil, il rentre. C'est pour que quand le président nous dit, si on veut construire un pays, Beki Joy Joyara là. Moi, je vais haranguer les foules, mais allez faire le corps à corps avec les terroristes là. Mais le Mali est foutu. Vous aurez compris. Depuis le mois de juillet, tous mes discours, les deux tiers, c'est sur l'histoire. Parce qu'on nous a volé notre histoire. C'est la méconnaissance de l'histoire qui est à la base de nos problèmes. Et regardez le premier gouvernement de la rébellion. Les Français sont organisés, tous les groupes ethniques Touareg, comme ils connaissent les contradictions qu'il y a entre eux. On les a mis dans le gouvernement intérimaire. Tous. Même les Oulimédènes qui n'ont jamais participé à la rébellion, ils ont un ministre là-dedans. Pour que tous les Touaregs s'entendent pendant un temps. Mais les chefs là, c'est leur genre.
Tout ça, c'est un travail politique que les gens ne comprennent pas. Les bouts de documents qu'ils leur donnent, vous êtes nos amis, c'est nous qui vous aimons. Il fallait décortiquer cette machine infernale de mensonges de l'histoire pour nous opposer. Ensuite, quand il y a eu les fameuses élections, le 30 avril, j'ai fait un numéro. Ça s'appelle l'heure le refus d'obéissance a sonné. Nous n'obéissons plus à ce régime-là. J'ai payé, j'ai publié dans la presse, cet article-là existe. Tout ça s'est fait avant les mouvements qui sont venus dire qu'Ibeka parte. Parce que quand je regarde ce qui se passe à la télé, je ne dors pas. Dieu a fait que, à l'occasion de ces élections, la preuve a été faite qu'on est fini. Les narcotrafiquants, leurs obligés, toute l'Assemblée, tous les grands criminels du Nord, beaucoup se sont fait élire. Tous les grands truands se sont fait élire. Avec bien sûr des députés qui sont élus démocratiquement. Il y a même des députés, je vous l'ai dit, qui siègent depuis 1992, élus avec 80% de suffrages. Vous savez combien ont voté 3 personnes? Dans toute sa circonscription, il y a 5 votants. Il y a un qui a voté contre lui. 4 ont voté pour lui, parmi lesquels lui-même. Donc il a 3 votants. Et puis il siège député de la République démocratiquement élu. C'est récemment qu'on l'a eu à Bunte Kabo Assemblée là. Il est allé avec nous tromper. Mais ça, c'est quoi ça? Bon, ce sont ces gens comme ça qui se promènent. Ils voient un petit Touareg, on lui dit, hey, Choguel là, c'est notre ennemi. Hein. Ils voient un petit Arabe, tu vois, tous ces discours, c'est contre les Arabes et les Touaregs. Ne sachant pas que Choguel, même c'est un Arabe et un Touareg. C'est comme ça qu'on a divisé notre pays. Et quand le mouvement là s'est formé, on l'a ouvert à tout le monde. Quand je ne rentre pas dans les péripéties. Mais moi, j'ai eu la chance d'être à la tête. Dès la mi-juin, j'ai l'habitude d'analyser la constitution des mouvements. C'est comme dans les gouvernements, il y en a qui vous disent indépendant, je ne suis pas dans un parti. Moi, je connais chaque membre du gouvernement dans quel parti il est. Il faudra. Donc tous les groupes là, qui étaient dans le M5 là, Mimba la Kawarinini, Mimba la Plasinini, Mimba la Maliko, j'étais au courant du tout. Donc la première tentative de division s'est faite en début juillet. Quand j'ai entendu ça, je me suis levé la nuit à 22h. J'ai pris ma voiture avec mon chauffeur. Je suis allé chez l'imam Mahmoud Diko. Je lui ai dit que je vais à Nyoro. J'ai mon chauffeur, je lui ai dit qu'on va à Kati. Arrivé à Kati, j'ai dit qu'on va à Kolokani. Arrivé à Kolokani, je vais à Djidjeni. Il dit, hey, moi je sais qu'on va à Nyoro. Tu ne me dis pas la vérité. On est arrivé à Nyoro vers 4h30. Le shérif m'a reçu après sa prière, vers 6h. Il me dit, mais pourquoi tu es venu? Il dit, je suis venu demander une seule chose. J'ai appris que le vendredi, vous voulez dire aux gens de ne pas marcher. Votre voix pèse au Mali. Si vous n'avez plus confiance au mouvement, ne dites plus rien. Ne dites pas aux gens de ne pas marcher. Taisez-vous seulement à un truc. Parce que j'ai appris qu'on a été lui expliquer que dans les mouvements, là, il y a des truands souvent. Ce n'est pas pour le changement. Et lui, il dit qu'il faut que ça change. Si c'est pour changer pour le Mali, il n'appelle pas à marcher pour arranger des problèmes des gens. Il me regarde. Il me dit, mais toi là, tu as quitté Bamako dans les sécurités pour ça seulement. Parce que moi, on attaquait les gens sur la route. Il a souri. Il dit à ses enfants, vous savez, ce monsieur-là, c'est comme les arbres qui poussent jusqu'au loin dans le sol. Celui qui a la tête là, c'est une plante rampante. Celui qui a la tête du Mali. Il faut qu'il ait un arbre sur lequel Abéouli. Il me dit, donne tes mains. Il m'a fait les bénédictions. Il me dit, mais tu vas me prendre un engagement. Est-ce que vous aussi, si vous sortez, vous ne retournerez plus jusqu'à ce qu'il y ait Kata? J'ai dit, même s'il reste un dans la rue, ça va être moi.
Le 6 juillet 2021, parce que moi j'écris tout, hein. Les gens qui viennent inventer des histoires maintenant dans les médias, c'est pas comme ça. Quand on veut faire du sérieux, on le fait sérieusement. Ça, c'est la première fois. Je suis venu, il est content que dit que je suis parti. Ce jour-là, j'avais rendez-vous, une réunion du FSD à 17h et une réunion du M5 à 19h. J'étais à la réunion du FSD. Les premières salves des gens qui devaient me détruire sont sortis. Donc certains qui travaillent, pour qui on sait, en tout cas moi je savais, ont pris la parole. Ils ont fait 10 minutes de réquisitoire que je suis un traître. La jeunesse du mouvement n'a plus confiance en ma personne. Il faut qu'ils changent. Ils ont bavé quand ils ont fini. Ils ont embobiné beaucoup de jeunes du M5, du FSD qui étaient fâchés d'ailleurs. Mais qui ne savaient pas ce qu'il y avait derrière. Le monsieur, il a passé la nuit avec Karim. Il le rencontre à l'ambassade de France. Quand il a fini, il a dit, monsieur, vous savez, moi, je fais confiance à la jeunesse. Le reste, je ne veux pas faire de commentaires. Donc, il n'y a pas eu de bataille faute de guerriers. J'ai quitté la scène, il n'a pas pu se battre avec moi. Et j'ai continué le reste du débat. Les jeunes, à la fin, ont compris. J'ai été à la réunion du M5 à 19h. On a fini. Il y a quelqu'un qui a demandé à me voir. Vous savez, les réunions politiques, on peut prendre 5-10 minutes de retard. Il est arrivé chez moi, il dit que lui n'attend pas. Ma femme lui a dit qu'il est en train de venir. J'ai failli faire un accident. Quand je suis venu, je l'ai appelé, il me dit non, nous sommes au pouvoir, nous on n'attend pas les gens. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, mais ma femme, c'est ta grande soeur, tu étais avec son petit frère, et puis attends-moi dans le salon. Eux, ils n'attendent pas quelqu'un. C'est les gens qui attendent le pouvoir. Le monsieur, il a fui, il est dehors actuellement. On a trouvé chez lui plus de 5 4x4 dans sa maison. Pendant que les autres Maliens marchaient à pied. C'est des gens comme ça qui nous ont pris en otage. Moi, c'est récemment que j'ai vu qu'il a fui. Hein. Sinon, moi, depuis ce jour-là, à Barré, j'ai dit, celui-là, il ne peut pas être un dirigeant. Mais il va prendre pour nous. Nous sommes au pouvoir, on fait ce qu'on veut. J'ai dit, mais tu es un petit frère, écoute-moi. Non. Il n'y a pas d'histoire de petit frère en tout. Moi, je suis au pouvoir. On est parti. Après, j'ai remarqué qu'il y a des gens, chacun avait un objectif. Les militaires qui meurent là, ce n'est pas l'affaire de certains. Certains voulaient juste remplacer Ibeka, faire d'Ibeka sans Ibeka. Et un jour, des gens s'attaquent à Ibeka, physiquement, nommément. Au retour, je leur ai dit non. Ce n'est pas le sang de mon combat. Moi, j'ai été très proche de Ibeka. Ibeka, c'est quelqu'un qui est très humain. Mais la situation actuelle du Mali, ATC, il ne peut pas. Mais il ne faut pas aller l'insulter. C'est le président de la République du Mali. On a besoin d'un minimum de respect jusqu'à ce qu'il parte. Sortons le maximum de personnes, on va le faire partir. Mais il ne faut pas venir l'insulter. Il ne m'a pas cru. Quelques jours après, j'ai vu dans les journaux, Djadja, il va chez lui la nuit prendre de l'argent. Parce que c'est Ibeka qui l'a donné l'argent. Je crois qu'il a dit à des gens, on en a vaut, à comment faut tout nous. Il y a des gens qui sont avec nous, qui ont pris 20 millions avec Ibeka 2 mois avant pour aller se soigner. Donc certains se sont dit, l'argent qu'il a là, moi je vais à sa place, je vais avoir plus. Et à un moment donné, on a fait un mémorandum. On lui a dit, soit il démissionne, ou il laisse tous les pouvoirs, on les prend, il reste président. On préserve l'institution de la République. Il y a une partie du M5 qui a dit qu'il n'est pas d'accord. On voulait les sanctionner, on allait se fusiller, j'ai dit non. Ibeka nous a tous mis d'accord parce qu'il a dit qu'il n'accepte ni l'un ni l'autre. J'ai dit tant mieux. C'est lui qui est mon conseiller aujourd'hui, Bouba Traoré, que certains disent qu'il veut l'enlever. Mais c'est quelqu'un qui ne voulait même pas me voir. Il dit que je ne suis pas fiable. Mais quand on est sorti de chez Ibeka, il me prend par la main, il dit Dobo, Bikonan son yéde.
Donc j'ai compris qu'il n'était pas dans un complot. Parce que lui, c'est ce qu'on lui avait dit sur moi avant. Parce que moi, les 90% de mes partisans aujourd'hui, ils ne sont pas des impériaux. Avant, on dit, oui, c'est les partisans de Moussa Traoré, ils viennent ramener la dictature. Au-dedans, on devait me voir là-haut. Quand j'ai vu Moussa le 12 mars 2002, 11 ans après sa chute, ceux qui étaient dans son bureau, sa maison, il y en a qui disent de quitter le Mali. Malien Baudron de dos. Donc Bouba aussi c'est ce qu'il pensait, surtout qu'il était à Dema. Mais quand on est sorti, il me dit Dogo, vraiment son Yebi. Parce qu'il ne croyait pas que j'allais parler comme ça devant Ibeka. On n'a pas éclaté. La troisième fois, c'est notre autorité morale qui nous a dit clairement qu'il n'est plus dans le mouvement. Il ne veut plus de la chute de Ibeka. Le lendemain, il va faire une déclaration pour quitter le mouvement. Moi, je sais ce qu'on s'était dit pour que la déclaration au moins ne soit pas faite, mais personne ne l'a plus vu dans des mouvements. Quand on nous a traités, nous a menés en détention, Muntaga, moi-même, l'imam Diara, Issa Kaoudim, les gardes là, ils me mettent les fusils ici à Kagoulé. J'ai dit, hey, moi là où vous m'amenez là, c'est ma cellule, j'étais là en 97, il y a 20 ans dans la même chambre. Donc vraiment, il faut garder ton fusil. Tu es en train d'exécuter des ordres. Demain, c'est peut-être nous qui allons te donner des ordres. Il a tenté d'enlever ma ceinture. J'ai dit, attends, je lui donne la ceinture. J'ai dit, moi, je ne vais pas me pendre. C'est vous qui êtes pressé. Parce qu'on vous retire tout pour que vous n'allez pas vous pendre. Ma ceinture, là derrière, je l'ai oubliée là-bas. Le barreau est venu pour tirer Muntaga d'affaire. Parce qu'en réalité, les avocats, il paraît qu'on ne les met pas en prison. Muntaga ne voulait pas aller pour qu'on ne dise pas qu'il nous a abandonnés. Mais le barreau a dit non, on a forcé, il est parti. Moi, j'ai dit, mais il faut partir. Parce que c'est avec lui-même que j'étais dans la cellule là, en 97. On nous a mis en prison là-bas, Sini des MPR. Les démocrates nous ont mis ensemble. Vous savez, en 97, on l'a mis dans la même cellule que lui. Seydou Badian Kouyaté, on l'a mis dans la même cellule que le colonel Youssou Traoré de Saint-Mylène, à Koulikoro. Malamine Traoré, vice-président de l'ADEMA, dans la même cellule que Omar Kanouté, membre du BC de l'IDP, on les a déportés à Bla. Mais les gens racontent des histoires. Moi, je suis démocrate. Quand leur pouvoir est menacé, là, les gens n'hésitent devant rien. Qui va mettre Seydou Badian Kouyaté dans la même cellule que le colonel Youssou Traoré? Ou Mountaga l'amener à quitter le présenter comme un prisonnier de droit commun. Ou le mettre dans la même cellule que celui qui se réclame de Moussa Traoré. Mais au Bekera en 97, c'est pour que quand on est sorti, les autres étaient surpris et notre avocat vient donc on va négocier avec le pouvoir en Bébonina. J'ai dit, hey, c'est Cheikh Marc, on n'arrive pas à lui demander. J'ai dit, si tout le monde va, moi je n'irai pas. Parce que si jamais on abdique, les Maliens ne vont jamais nous pardonner. Parce que Ibeka, ce n'est pas sa volonté. ATC, il est en otage. Il y a une oligarchie qui dirige le Mali. Ibeka ne dirige plus. On a élu Ibeka, mais c'est d'autres qui dirigent. On a laissé. Notre mouvement a continué jusqu'au 18 août. La suite, vous la connaissez. Pour que vous compreniez mieux ce qui se passe entre le président de la transition et moi. Parce que c'est important que vous compreniez très bien. Les gens qui partent dans les réseaux qui vont nous diviser. En ce qui me concerne, c'était le 7 janvier 2022. L'embargo, c'était le 9, non? Le vendredi 7 janvier, j'ai présenté les vœux des membres du gouvernement. Dans ce discours, il y a un extrait que j'ai ajouté à la dernière minute. Je ne dis pas le, mais je vous dis seulement cette partie. J'ai dit à ce stade de mon intervention, permettez-moi une digression. En effet, pendant 40 ans de ma vie politique active et intense, j'ai toujours cherché, obstinément, j'ai prié Dieu tous les jours, parfois même dans les rêves, d'une rencontre avec un ou des patriotes, avec lesquels nous pourrions cheminer ensemble un moment pour réaliser de grandes choses pour le Mali, mon pays qui m'a tout donné.
fils de paysans qui pendant près d'une décennie marchaient tous les jours à pied, plus de 25 km aller-retour pour pouvoir assidûment fréquenter l'école de la République. Parfois sans manger quand les cantines scolaires n'étaient pas provisionnées. Ce rêve de plus de 40 ans s'est réalisé en partie le 7 juin 2021 lorsque vous m'avez gratifié de votre confiance en me nommant Premier ministre chef du gouvernement. Ce jour-là, Monsieur le Président, en sortant de votre bureau, je sentais tout le poids de la charge que vous venez de poser sur mes frères épaules. Ce jour-là, Monsieur le Président, je voyais défiler sous mes yeux, comme dans un film, les images de ces milliers de fils de paysans, d'éleveurs, de pêcheurs, de petits commerçants, qui ne peuvent plus aller à l'école comme moi il y a de cela 60 ans, ne peuvent plus aller cultiver leurs champs, ne peuvent plus aller paître leurs animaux, ne peuvent plus aller à la pêche, ne peuvent plus aller dans les foires pour échanger leurs produits. Ce jour-là, Monsieur le Président, je voyais défiler comme dans un film de cauchemar sous mes yeux les images de ces vaillants soldats de l'armée malienne, certains dans la fleur de l'âge, tombés sur le champ d'honneur, parfois enterrés dans des fosses communes, sans sépulture digne de ce nom. Je pensais avec une douleur infinie et une compassion à leurs enfants, trop tôt devenus orphelins, à leurs épouses, trop tôt devenus veuves éplorées inconsolables, à leurs parents et amis, trop tôt endeuillés et dans la douleur. Je voyais, Monsieur le Président, bien entendu, les images de ces milliers de Maliennes et de Maliens de l'intérieur de la diaspora qui ont bâti le pavé des mois durant, pendant le soleil, sous la pluie, souvent face à des agressions physiques et pour certains aller jusqu'au sacrifice ultime en donnant leur vie pour que naisse le nouveau Mali, le Mali quoi. Monsieur le Président, je pensais surtout à la place du Mali dans le concert des nations africaines. Jadis respecté et craint, qui est devenu depuis quelques années le grand malade d'Afrique de l'Ouest, souvent même la risée des autres nations. Ce jour-là, Monsieur le Président, je me suis engagé en faisant le serment pour moi-même, en me faisant, disent le serment, en priant Dieu le Tout-Puissant, le Miséricordieux, de ne pas vous décevoir, de mériter chaque jour votre confiance, de ne pas décevoir les Maliennes et Maliens qui par millions de l'intérieur de l'estorat ont fondé leur espoir sur l'entente du couple, j'allais dire le duo président-premier ministre de la transition, pour faire aboutir leurs aspirations de redressement du pays. L'équipe gouvernementale que j'ai formée immédiatement sous votre autorité s'est depuis engagée dans une véritable course contre la montre face aux multiples et variables difficultés qui assaillent notre pays, meurtri depuis des années de violence, de souffrance et d'humiliation de toutes sortes. Pour réussir cette mission, je voudrais, avec votre autorisation, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président, saluer ici, devant vous, l'engagement patriotique, l'abnégation, l'esprit de sacrifice et de don de soi de chaque membre du gouvernement, avec une mention spéciale pour les femmes que j'appelle les Amazones du gouvernement. Je voudrais en retour remercier chacune et chacun d'entre eux, pour le respect et la considération dont ils ont toujours fait montre à mon endroit, tous les jours et tous les instants. Ça, c'était un extrait de mon discours le 7 janvier 2022, 2 jours avant l'embargo. Vous savez le danger qui se profilait. Il fallait raffermir les rangs et montrer que nous n'avons peur de rien sauf de Dieu. Vous savez que ceux qui ont créé les M5 Malikoura, c'est ce même jour qu'ils ont fait une tribune qu'ils nous ont envoyée pour dire que la transition a échoué. Pour que dans une semaine, quand le gouvernement tombe, ils disent qu'ils n'étaient plus là-dedans. Cette tribune, je l'ai. Je ne fais pas de commentaire, je constate juste la coïncidence. Le 7 janvier. Cette année, pendant qu'il y avait le vacarme en ville, Premier ministre démission,
Parce que certains étaient convaincus que j'étais mort, ma deuxième maladie là. Il y a beaucoup qui pensaient que je ne reviendrais plus. Donc on a commencé les funérailles. Vous savez, dans certaines familles, les gens ne quittent même pas funérailles, ils commencent à faire le partage des biens. Moi, je ne suis même pas sorti de l'hôpital. Même ma famille, peu de gens pensaient que j'allais revenir. Je vois dans les réseaux des débats. Il faut enlever Choguel, il faut enlever Bouba Traoré. Et quand je suis sorti, j'ai dit, mais est-ce qu'on est au Mali? Même si on pense que je suis mort. Mais attendez au moins que je quitte l'hôpital. J'ai dit à mon médecin, vous savez ce que les politiciens vont dire? Ils vont dire, monsieur là, c'est vraiment le malade qui refuse de mourir, quoi. Chaque fois qu'on pense qu'il est fini, il revient. Nous, on s'attend à ce qu'on nous appelle à des funérailles, un discours funéraire. Ce monsieur va nous appeler encore pour aller nous parler. Tellement il parle à Kadiko, le docteur a ri, quoi. J'ai dit, mais ça, c'est le malade qui refuse de mourir. Il dit, vous les politiciens, là, vous ne manquez jamais de mots. Cette année, quand je suis sorti, la présentation devait ser à la dernière minute qu'on a eue. Parce que le président a eu beaucoup d'activités. Voici le petit texte que j'ai lu à son intention, pour que tout le monde comprenne. Parce que moi, je ne triche avec personne. Vous entendez dire, il est très intelligent, il a une capacité de nuisance. Il n'y a rien. La ligne qu'on a tracée là, c'est ce que je suis. Tous les gens qui se mettent contre ça, à la Boumalo. Moi, je n'irai pas dans les calculs. Parce que les hommes ont leur agenda, mais il y a l'agenda de Dieu. Il y a 4 ans, qui a pensé qu'Assimi va diriger le Mali? Qui a pensé que je vais être Premier ministre? Mais ça, c'est l'agenda de Dieu. Un pays à côté de nous, pendant 5 ans, ils ont fricoté avec des pays étrangers pour monter un coup, éliminer des candidats. A fait ma proto à la dernière minute. A Tiana Bolo, ces yeux sont cassés parce qu'ils ont fait 5 ans en train de traficoter. Ça, c'est l'agenda de Dieu. Moi, je suis collé à l'agenda de Dieu. Ce que je dois faire, je le fais. Et c'est pour cela que cette année, j'ai ajouté à la dernière minute à mon discours. Ce n'était même pas dans la partie que j'ai envoyée au président. J'ai dit à mon collègue d'envoyer. J'ai dit, mais pourquoi la transition malienne, pourquoi elle est si solide? J'ai dit, monsieur le président, parce que la veille, j'ai vu des journalistes qui disaient, oui, à part la prise de Kidal, il n'y a rien eu. J'ai dit, mais lui, il est où? Qui n'a pas la prise de Kidal? Mais lui n'était pas au M5. Où j'entends les gens du M5 qui disent qu'il faut marquer. Donc j'ai tenu à mettre ce point sur les i. J'ai dit, monsieur le président, avant de terminer, je voudrais, avec votre autorisation, m'adresser à toutes les Maliennes et à tous les Maliens de l'intérieur de la diaspora. En un mot, à tous ceux qui nous observent au Mali, en Afrique et dans le monde entier, et tenter de donner quelques réponses non exhaustives à la question qu'ils se posent. Quel est le secret de la réussite et de la solidité comme un roc de la transition malienne? Beaucoup se posent cette question. J'ai dit la deuxième question. Mais pourquoi elle est si résiliente et si résistante? Et vole de succès en victoire historique, malgré les obstacles et les adversaires de tout genre, au point que le Mali est regardé et admiré partout. Quel est leur secret? Moi, j'ai voulu répondre à ces questions pour fermer la bouche à ceux qui ont des lunettes. Je ne sais même pas, ce n'est même pas en bois, parce qu'ils ne voient rien. À part Kidal, où on a cogné les terroristes, ils ont fui pour aller en France, où l'on a fouillé. Un pays qui a perdu 80% de sa souveraineté. Et Benissigika faut marquer. Donc j'ai dit, le principal secret, monsieur le président, réside dans votre leadership et sa qualité, dans votre perception de la mission noble que l'histoire et le peuple malien vous ont confiée en tant que citoyens et celle de vos compagnons d'armes. Je l'ai déjà dit. C'est le même pays, c'est les mêmes terroristes, c'est les mêmes sponsors. On a diminué nos moyens. Qu'est-ce qui a changé? C'est le leadership. On a un nouveau président qui s'appelle Assimi Goïta, peut-être qu'il va prendre un autre rôle un autre jour. En tout cas, c'est la qualité de leadership et ses rapports avec les gens. Moi, je suis très franc avec lui. Je ne vais pas faire le prémisse Binibibi là. Quand quelque chose ne va pas,
je le lui dis, dans le respect. Il y a des gens, ah, il tient foyer. On s'en va de que tu es un homme, n'est-ce pas là? Ni me tient foyer, on sigimba foyer, on bien. Ni fait sera euro dollar, c'est lui le président, il pas total. N'a pas fait kata avec continuer au tal. Si on oublie que c'est lui que la Cour constitutionnelle, la Cour suprême a investi au nom du peuple malien, il peut après que mouvement de désigner situation de Bibolo, parce que c'est lui qui signe le décret. Et moi j'ai appris à faire le discernement entre les événements. C'est pas pour rien que beaucoup ont cherché un métier en politique, mais où lui restera. Donc le président avec ses compagnons d'armes, leur façon de faire, c'est ça le secret principal du Mali. Ils se sont rendus compte que la première fois ils se sont trompés et on a essayé de redresser. J'ai dit la deuxième qualité réside dans la solidité à toute épreuve du couple président-premier ministre de transition. Combien de fois des coups ont été montés pour qu'on se sépare? Il ne dit rien. Vous vous rappelez quand le nouveau gouvernement a été formé, j'ai réuni les ministres pour la première fois. J'ai dit, messieurs les ministres, on a parlé du nationalisme, de notre histoire. Ça ne suffit pas. Pensons au développement économique et social, parce qu'au début là-bas, il y a des ignares triomphants, comme je les appelle, qui sont tapis dans les institutions, dont le seul objectif c'est de me déstabiliser, parce que moi je les connais depuis au M5. Hein. Tous ceux qui faisaient les double-G, qui travaillent pour 1, 2, 3 pays, qui partaient rendre compte à la sécurité d'État et autres, je les connais. Donc eux, leur objectif, c'est de discréditer le Premier ministre. Ah, ils sont dans ce blanc, monument de Bala, il a dit qu'il a laissé les militaires. Heureusement, 2 jours après, le président a été à Kaï. Il leur a donné un coup tellement fatal, je crois qu'on n'entend plus parler de personne. C'est la preuve que nous travaillons sous son autorité. Et si quelque chose ne va pas, on le corrige. La team, vous venez ici avec moi d'écouter le Premier ministre Choguel Maïga, qui a recadré les partis politiques, et en l'occurrence le M25. Pour ceux qui ne savent pas, le M25 dernièrement essaye de faire tant bien que mal le chantage au Premier ministre Choguel Maïga. Ils veulent destituer ce dernier de ce parti politique, parce que ce dernier est Premier ministre, parce qu'il travaille dans le gouvernement d'Assimi Goïta. Le M25 et d'autres partis d'opposition, pour eux, ce qui importe aujourd'hui au Mali, c'est l'organisation des élections. Et pourtant, en réalité, l'organisation des élections n'a jamais réglé le problème malien. Ça n'a absolument jamais réglé le problème malien. Et on n'est pas seulement dans le cas du Mali. Dans tous nos différents pays, est-ce que les élections ont réglé des problèmes? Il y a des élections qui ont été organisées et qui se sont achevées par les guerres, par la mort des personnes, parce que tout ceci était mal fait. En l'occurrence en Côte d'Ivoire, les élections de 2010 ne devaient pas avoir lieu. Il fallait vraiment que le pays soit d'abord stabilisé avant. Le président Laurent Gbagbo a cédé aux pressions et il a organisé les élections. Qu'est-ce qui s'est passé? 3000 Ivoiriens ont perdu la vie, juste pour des élections. On a eu un président fabriqué toutes pièces et imposé au peuple ivoirien. Ils l'ont accepté. De toutes les façons, ils n'avaient pas le choix. La France étant sur le territoire avec les chars de guerre. C'est la France même avait déjà détruit le palais présidentiel du président Alassane Ouattara et du président Laurent Gbagbo. Qu'est-ce que la France aurait fait pour les milliers d'Ivoiriens quand on sait qu'elle avait déjà aidé et participé à l'assassinat de 3000 d'entre eux? C'était donc quelque chose de mal fait. Ces élections ne devaient jamais avoir lieu en ce moment-là. Ceci étant dit, nous ne sommes pas contre le fait qu'il puisse avoir une tenue d'élection dans un pays. Mais nous sommes pour le fait que tout le monde doit participer. Les élections doivent être inclusives et plus exclusives. Organiser les élections dans un pays en guerre, faire ce que les élections sont exclusives. Parce que tous ceux qui sont dans des zones à risque et des zones à guerre n'arrivent pas à participer. Et donc, vous choisissez un président sans savoir si eux aussi sont d'accord ou pas. Ça crée des frustrations. Et des années plus tard, ces personnes, sachant qu'ils n'ont pas choisi celui qui les gouverne, ont juste envie de porter les armes pour lutter contre lui. C'est ce qu'il faut éviter. Il faut faire les choses bien. Et ici, le président Assimi Goïta est en train de se battre, tant bien que mal, à faire les choses bien. Il faut supporter. Je sais qu'en Afrique, on n'a pas la capacité, la qualité, la faculté, l'envie, le plaisir de vivre avec les choses bien faites.
Nous aimons souvent quand c'est mal fait. Nous aimons plutôt rester à nous plaindre et ne jamais nous battre pour avoir des solutions concrètes. Aujourd'hui, ce sont les solutions qu'on veut nous proposer. Par ces différents présidents qui sont arrivés par des coups d'État, laissez-les donc mettre d'abord la paix totale dans les pays. Et ensuite, regardez si les élections sont organisées ou pas. Je suis fier de l'attitude du Premier ministre Choguel Maïga, car il est en train de démontrer ici que lui, il s'est aligné avec les militaires, parce qu'il sait que c'est eux qui souffrent au front. Les civils, nous savons diriger et gouverner, manger l'argent, piller les ressources et aller passer ce jour en Europe. Mais nous ne savons pas la souffrance dont les militaires subissent. Les militaires sont en train de mettre ces pays droits. Soyons patients et tout viendra à point nommé.